Bonjour et bienvenue dans Audition publique, l'émission en politique commune à LCP et Public Sénat. 1 heure un invité cette semaine, Éric Coquerel, député LFI et président de la Commission des Finances. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir. Monsieur Coquerel, au menu, évidemment, la réforme des retraites après son examen mouvementé à l'Assemblée nationale, elle arrive au Sénat demain. Qu'attendez-vous de cette étape, Éric Coquerel? La gauche, sans LFI, peut-elle retarder l'examen du texte comme elle l'a fait au Palais Bourbon? Le gouvernement serait prêt à toper avec la droite sur plusieurs amendements. Elle se rasse au bénéfice des Français. Le 7 mars, large mobilisation syndicale, en tout cas les syndicats l'espèrent. Votre rêve est-il de bloquer la France? N'est-ce pas trop tard? Avec Brigitte Boucher, nous vous interrogerons sur cette bataille des retraites. Yves Tréhard reviendra sur le malaise au sein de LFI. Vous avez été écarté de l'exécutif, comme d'autres d'ailleurs. Vous avez accepté de débattre avec la sénatrice Renaissance Violette, la députée, Violette Spilbou. Merci beaucoup. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 19h10. J'ajoute que vous êtes président à la Commission des Finances. Évidemment, vous avez dissipé les craintes de ceux qui voyaient éventuellement le loup entrer dans la bergerie. Quel bilan tirez-vous de l'expérience? On y reviendra. Et puis, je le signale pour le principe, Éric Coquerel, sachant que l'écho donné à une accusation résonne toujours plus que celui donné à une mise hors de cause, et c'est valable pour tout le monde, quelle que soit l'étiquette politique. Vous avez été mis hors de cause dans l'enquête ouverte pour agression et harcèlement sexuel, c'est dit. La réforme des retraites, Éric Coquerel, les milliers d'amendements n'ont pas permis aux députés d'examiner tous les articles et procéder à un vote sur le texte général à l'Assemblée. C'était il y a une bonne huitaine de jours. Est-ce que le Parlement n'est pas davantage fait pour débattre que pour bloquer ? Le Parlement n'est pas fait pour qu'on passe un projet sur les retraites. Donc chacun constatera qu'il est d'une importance pour les années à venir, avec une loi qui permet, un projet de loi, un outil parlementaire, le 47.1, le fameux projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificative, qui permet de le passer avec un temps extrêmement limité de débat, qui permet même de le passer sans vote. C'est quand même la négation même de ce que devraient faire des parlementaires. Alors, on a eu les 10,49,3 pour le budget, maintenant on a le 47,1. Ceci posé, une fois que le gouvernement, effectivement, a choisi cette procédure que vous contestiez au départ, ensuite, le débat arrive tel quel dans le calendrier imposé. Est-ce que c'était une bonne stratégie d'empêcher le débat d'aller jusqu'au bout ? Alors déjà, c'est un cadre imposé, mais que le gouvernement pouvait modifier. Moi, je n'ai pas arrêté de le dire jusqu'au vendredi. Le gouvernement avait tout à fait le loisir. Il y a une décision du Conseil constitutionnel de 1986 qui le dit très clairement, de prolonger le débat au-delà du vendredi, de finir 2, 3, 4 jours nécessaires pour finir le débat. Donc il en est responsable. Tout comme d'ailleurs, je vous fais remarquer à l'avance, il aura la possibilité, au bout de 50 jours, c'est-à-dire le 16 mars, de poursuivre aussi le débat. Rien ne l'empêche, rien ne le contraint à rester dans ce calendrier. S'il le fait, pourquoi le fait-il? Alors, est-ce qu'on peut parler de vous? Est-ce qu'on peut parler de vous? Parce que vos partenaires, par exemple... d'un problème démocratique. Mais vous avez raison. Et on interroge le gouvernement quand on est face à lui sur cette stratégie. Et effectivement, il n'a pas choisi de prolonger comme il aurait pu le faire. Maintenant, vous avez des partenaires qui ont un peu tordu le nez face à votre stratégie. Ils ont trouvé que, par exemple, Boris Vallaud, hier dans le journal du dimanche, vous l'avez lu, député socialiste, allez-y. Qui dit que, effectivement, la NUPES n'a pas montré son meilleur visage pendant les débats, dit-il. Nous devons respecter notre cadre commun, nous en sommes sortis, ça ne doit pas se renouveler. De quoi parle-t-il? D'une position commune qui avait été faite sur le fait de pouvoir discuter de l'article 7, de pouvoir aller jusqu'à l'examen de l'article 7. C'était une position commune, vous n'avez pas respecté ce cadre commun. Donc, c'est un débat quand même interne. Vous êtes contesté sur cette stratégie. Je vous interroge sur la stratégie. Bon, sur votre stratégie. Je veux dire, soit on regarde une différence tactique, parce que pour moi elle était tactique, de savoir si on allait ou pas au début de l'article 7. Soit on regarde ce qui faisait accord entre nous. Ce qui faisait accord entre nous, de toute la NUPES, c'était le fait qu'il était hors de question d'aller jusqu'à la fin de l'examen de la loi, y compris jusqu'à la fin de l'article 16, dans le cadre du calendrier qui nous était imposé.
Ça, c'était un accord global. Pourquoi ? Parce que notre mission, notre rôle dans l'opposition, contrairement à ce qu'a fait le Rassemblement national, qui a tout à fait joué le jeu du gouvernement, c'est pas de permettre comme ça qu'on passe une loi en vitesse aussi dramatique que celle du projet de loi de retraite. Donc ça faisait accord. La différence était tactique. Moi, je ne suis pas sûr. La position commune de l'intergroupe, c'était de débattre de l'article 7. Vous n'êtes pas arrivé à l'article 3. La position... Parce qu'il y a eu obstruction. Non. Oui ou non ? Pas arrivé à l'article 3, parce qu'il y a eu obstruction. Je vous rappelle par exemple qu'au moment de l'article 2, le lundi, puisque l'article 2 était examiné, la NUPES, y compris France Insoumise, a retiré tous ses amendements pour pouvoir accélérer. Est-ce que, pas suffisamment pour est-ce que vous pensez que ça a accéléré sur l'article 2 ? Eh bien non, réponse, je la donne à vos téléspectateurs qui regardent. Pendant 24 heures, on a continué à discuter de l'article 2 uniquement sur les amendements de Renaissance et de la droite. Vous n'avez pas empêché le débat de l'article 7 ? Est-ce que vous avez empêché nous avons joué Jean-Luc Mélenchon le souhaitait. Nous avons joué notre rôle de parlementaire, qui est que quand il y a une loi de cette importance, il est hors de question de la passer en 4e vitesse parce que le gouvernement a décidé ainsi. Et de toute façon, il ne s'y attendait pas, sinon il n'aurait pas utilisé cette procédure. Donc pour nous, par exemple, sur l'article 3, enfin l'après-article 2, je rentre dans les détails, mais qui était extrêmement important, qui était de montrer, par exemple, qu'il y avait des recettes autres que d'obliger les gens à travailler 2 ans de plus. Nous avons estimé, oui, qu'il fallait aller au fond du débat. Et aller au fond du débat a permis, par exemple, de révéler, on en parlera après, ce scandale des 1 200 € théoriquement pour dire toutes les carrières et qui a été débusqué par Jérôme Guedj, le socialiste. Voilà. Mais ensemble, nous avons débusqué ça, tout comme, par exemple, les questions sur les carrières longues. Ça, c'est très bien, ça n'a échappé à personne, et LCP en a rendu compte. Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas qu'on arrive à la situation qui permettait de voter l'article 7. Mais sur l'article 7, il l'a écrit, il l'a dit sur les réseaux sociaux. Encore une fois, sur l'article 7 et sur donc je vous pose la question, est-ce que c'était une bonne stratégie ? Sur le projet de loi, toute la NUPES était d'accord pour dire qu'il était hors de question de faire ce cadeau au gouvernement, d'adopter à la va-vite ce projet de loi de cette manière-là, vu le temps qu'il y mettait, qui était imparti. Donc la différenciation, elle était tactique. Et si je vous dis ça, c'est parce que je le dis à Boris Vallaud, comme je le dis à tous les interlocuteurs qui sont engagés contre la réforme des retraites, ne jouons pas le jeu du gouvernement. C'est-à-dire, ne commençons pas à nous envoyer des petites phrases qui, à mon avis, sont des choses qui peuvent se discuter entre nous. Moi, j'ai aucun problème par rapport à ça. Vous regrettez que Boris Vallaud mette sur la place publique des désaccords avec vous ? Je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre sur la place publique des différenciations tactiques, que ce soit entre nous et les syndicats dans la NUPES. Pourquoi ? Parce que ce qui nous permettra de gagner sur le projet de loi de retraite, c'est 2 choses. C'est le fait que la grève, à partir du 7 mars, fonctionne, c'est-à-dire que le pays soit mis à l'arrêt, et c'est l'unité. Sans l'unité syndicale, qui est vraiment, j'allais dire, le trésor de cette grève. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu des appels qui vont de la CGT à la CFDT, en passant par la CFTC, les 8 syndicats. L'unité, ça n'est pas l'unité de la NUPES derrière, nous ne gagnerons pas. Et comme moi je veux gagner, je n'alimenterai pas cette machine à petites phrases qui fait que sur des questions tactiques... Non, je vous le dis, je comprends que ça ne vous fasse pas plaisir. Moi, non, c'est pas ça, c'est pas une question de plaisir. C'est une question de principe. Boris Vallaud n'est pas d'accord avec ce que vous leur imposez. Il a tout à fait le droit de ne pas être d'accord, mais je dis une chose, c'est que quel que soit l'endroit où on se situe, et par rapport à la bataille contre la réforme des retraites, contre cette réforme des retraites, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur l'objectif qui est que le gouvernement soit obligé de reculer. Et donc l'objectif, c'est pas entre nous de discuter, à mon avis, de manière incessante de nos différends. C'est contre-productif. Au bout d'un moment, oui, les choses peuvent être dites. C'est pas très grave qu'à un moment donné, les uns et les autres. Mais maintenant, je pense qu'il faut que ça s'arrête et qu'on se concentre sur le 7. Donc vous regrettez qu'il ait dit ceci. Il n'est pas le seul. Hein. Les insultes ont-elles leur place dans le débat ? Je le regrette, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Avec Boris Vallaud, ça se passe très bien à l'Assemblée, et avec tous les députés de la NUPES, on a terminé le vendredi en train d'applaudir tous Olivier Faure, qui avait fait une intervention une fois de plus pour dire qu'il fallait prolonger le débat sans aucun problème. Vous dites l'unité doit prévaloir jusqu'à la fin de la bataille des retraites, les désaccords étalés dans le débat. Je pense même qu'elle doit prévaloir après, si vous voulez mon avis. Le débat est contradictoire. Les insultes ont-elles leur place dans le débat ? Écoutez, les insultes, je ne crois pas. Mais d'une certaine manière, ce qu'on a vu à l'Assemblée, faut arrêter avec cette histoire de propagande du gouvernement. On a eu l'impression qu'on a vécu un chaudron absolument historique. C'est M. Debré, l'ancien président de l'Assemblée lui-même, qui a dit que dans le passé, ça a été quand même beaucoup plus secoué, beaucoup plus dur que ça l'était, y compris... C'est pas parce que ça vient du passé que c'est positif. Mais oui, mais on repeint, on a l'impression de repeindre l'Assemblée sauce France Insoumise et laisser penser que c'est inédit. Alors, il faut remarquer que dans cette Assemblée, à certains moments, des gens... Même
sous la 4e Des gens s'y sont pris... République, c'était pas évident. Si, je vais vous sortir des références, vous allez être très étonnés de déclarations. Je vous rappelez-vous qu'il y a eu on s'est battu en duel, suite à des débats dans cette Assemblée. Monsieur Jospin, je regarde encore des débats qui ont eu lieu il y a quelques années de ça, était quasiment pris à partie. Vous savez bien que ça n'est pas une raison. Donc arrêtons. Arrêtons de dépeindre. Ça correspondait un peu à ce que voulait accoler M. Darmanin. Votre collègue Chassaigne, communiste, qui n'est pas un perdreau de l'année, pardon, il a une ancienneté parlementaire, il en a vu d'autres. Eh bien, lui, il s'est senti humilié. On se rappelle de sa prise de parole après que votre confrère a traité Dussopt. Et qu'a-t-il fait, notre collègue? Qu'a-t-il fait? Il a pris la parole pour dire qu'il regrettait ce terme. C'est quand même assez rare pour un député. Et j'écoutais Chassaigne applaudi de manière importante par la droite et Renaissance. Je voudrais lui dire à André quand même qu'il devrait regarder ce qu'ont fait le Parti communiste dans les décennies passées. Il s'apercevrait qu'à certains moments, les débats ont été forts. Alors il y a des moments où les choses vont trop loin. Les choses vont trop loin. Mais à part 2-3 événements qui ont eu lieu et qui ont été montés en exergue, parce que c'était un peu aussi le jeu que voulait monter le gouvernement sur cette question, moi je trouve que les débats ont vu l'ampleur de cette réforme et l'attaque l'attaque qui est celle de cette réforme contre les Français, je trouve qu'on est resté dans des normes finalement assez... Vous n'avez pas affaibli le débat, pour conclure. Comment ? Vous n'avez pas affaibli... le Parlement. Je ne pense pas. Ceux qui ont affaibli le Parlement, c'est ceux qui nous imposent le 47.1 et de discuter en 9 jours d'un projet de réforme qui condamne les gens à travailler 2 ans de plus. Ça, oui, je pense qu'ils affaiblissent le Parlement. Bonjour Brigitte Boucher. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue, bonsoir, journaliste à LCP, c'est à vous. Oui, je voulais vous faire réagir à ces propos de Patrick Kanner, le chef de file socialiste au Sénat, qui a donné une interview aux Échos ce matin et qui dit qu'il veut examiner l'ensemble du texte, qu'il veut aussi aller à l'article 7 et il revendique le fait d'avoir déposé 10 fois moins d'amendements. Est-ce que pour vous, vous vous dites la gauche finalement elle se couche au Sénat ? Non, je ne me dis pas ça, mais je voudrais juste vous signaler une chose. Je pense qu'ils iront à l'article 7. Et vous savez pourquoi ils iront ? Parce que le Sénat ouvre 2 week-ends de suite pour le débat. Ce qu'a refusé de faire la présidente de l'Assemblée. Ça n'aurait rien changé avec les 20 000 amendements qu'il y avait ici à l'Assemblée. Si, parce que si vous regardez où on en était le vendredi soir, je pense que si on avait eu 3 jours de plus, c'est-à-dire qui correspondaient à la niche que le Parti socialiste acceptait de reporter, ce qui nous aurait fait gagner une journée plus le week-end, on avait les 3 jours nécessaires. Donc le Sénat, le président du Sénat a eu l'intelligence, le président du Sénat a eu l'intelligence justement d'ouvrir les week-ends, ce qui modifie quand même les choses, que ça leur donne 2 jours de débat en plus plein et entier. Et vous savez comme moi que traditionnellement au Sénat, mais ça c'est vrai sur toutes les lois, il y a moins d'amendements. C'est presque une tradition. D'abord, en commission, il est de règle que uniquement les rapporteurs ont le droit de déposer 2 amendements, donc ça réduit la durée du débat. Voilà, c'est une autre façon de faire que l'Assemblée, mais moi je pense que la gauche, j'ai cru le comprendre, d'ailleurs sur le fond, va batailler, va se battre. Mais vous vous réjouissez du coup qu'elle puisse examiner l'article 7 ? Je me réjouis qu'elle ait plus de jours que nous pour pouvoir le faire. Mais la question pour examiner l'article 7, justement. Mais l'article 7, j'ai lu de la part de sénatrices communistes le fait de dire qu'il se ferait fort de ne pas examiner l'article 7 avant le 7 mars. Journée de blocage. Les 2 dates correspondent, je ne sais pas si ça a été fait exprès. Mais donc, de le faire pour pas, justement, à un moment donné, envoyer un signal qui pourrait être vécu comme négatif si l'article 7 était voté. Donc, j'ai lu ça. Nous, on aurait eu, je vous le dis, nous, on aurait eu le nombre de jours nécessaires. Et moi, je l'ai redemandé, encore une fois, je le disais à Elisabeth Martichoux, qui me dit, oui, mais ça, c'est le gouvernement. Mais ça, c'était important. Moi, j'ai redemandé jusqu'au bout qu'il dépasse la date fatidique de minutes pour aller jusqu'au bout. Et donc, on aurait examiné l'article 7. D'accord. Et pourtant, regardez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon. Tweeté il y a quelques jours, bravo, les groupes NUP du Sénat adoptent la stratégie du groupe LFI à l'Assemblée pour empêcher le vote de l'article 7 avant le blocage populaire du 7 mars. Patrick Kanner a dénoncé l'ingérence. Vous admettez une forme d'ingérence, là ? Je crois qu'il a le droit de dire ce qu'il pense, non ? Enfin, c'est un peu nouveau. Patrick Kanner dit c'est de l'ingérence. Je pense que Patrick Kanner exagère en parlant d'ingérence. Que Jean-Luc Mélenchon, qui a été le candidat de la présidentielle en tête à gauche, qui a permis que la NUPES existe et permette ainsi à chacun d'avoir des groupes importants à l'Assemblée nationale, disent à un moment donné ce qu'ils pensent sur la stratégie au Sénat. Enfin, personne n'est empêché de parler sur telle ou telle chose. Mais on comprend bien qu'il ne voulait pas examiner l'article 7.
7 quand même, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas examiner l'article 7 parce qu'il avait peur que si on était battu à l'article 7, c'est un contre-coup vis-à-vis du mouvement. Voilà, c'est un choix, il l'a dit, etc. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'ingérence ? Et moi, ce que j'observe, encore une fois, je vous le dis, c'est que le Sénat, si j'ai bien compris, se fera fort de ne pas examiner l'article 7 avant que le 7 mars commence. C'est quand même une stratégie divergente, en fait, entre on a des stratégies différentes, mais est-ce que vous croyez, c'est un petit peu la réponse que j'ai faite à Elisabeth Archou, est-ce que ça, c'est très important ? Franchement, j'ai bien compris. C'est le cœur de la réforme, ça donne quand même un indicateur j'ai compris. sur... Non, mais attendez, je vais aller au fait. J'ai compris, je lis les journaux comme vous, etc. Et je vois que, alors qu'on prépare une grève générale le 7 mars de tous les syndicats, que le gouvernement est quand même dans une grosse difficulté par rapport à cette situation. On discute des problématiques de la LFI, des problématiques entre la LFI et la NUPES, avec Jean-Luc Mélenchon, avec les syndicats. On discute de tout ça, sauf de ce qui fait le cœur de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une unité syndicale et que toute la NUPES... Vous êtes parlementaire et évoquez les stratégies des parlementaires. Laissez-moi répondre. Moi, ce qui me paraît plus important, je vais vous dire, c'est que toute la NUPES, à l'Assemblée et au Sénat, il n'y a pas de NUPES au Sénat. Tous les il n'y a groupes, pas de NUPES au Sénat. Il n'y a aucun sénateur LFI. D'accord. Tous les partis qui composent la NUPES au Sénat et tous les partis qui composent la NUPES et la NUPES... Les sénateurs avaient été élus avant que la Laissez-moi NUP... finir. Laissez-moi finir. Ce qui me paraît le plus important, c'est que quel que soit, j'allais dire, leur ancrage à gauche, ils sont tous pour le projet le retrait pur et simple du projet. Ils soutiennent tous une grève de fait générale, une grève interprofessionnelle le 7 à partir du 7. Et croyez-moi que dans le passé, par rapport à un projet de retraite, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc moi, c'est ça que je regarde avant tout. C'est une autre unité. Vous n'avez pas plutôt l'impression que le débat il va s'écrire sans vous aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de sénateurs déjà, LFI. Déjà, sans nous, on sera dans les manifestations. Vous croyez qu'on n'est pas... C'est terminé au Parlement. Laissez-moi finir. Vous croyez que les militants de France Insoumise ne sont pas syndiqués, ne vont pas se mobiliser ? Vous croyez que moi, je ne vais pas faire de meeting, je vais pas... Le débat au Parlement, est-ce qu'il n'est pas terminé ? Est-ce que vous n'avez pas perdu le combat du Parlement ? Non, on a... De toute façon, nous n'étions a priori pas majoritaires au Parlement, mais on ne l'a pas perdu. Ce combat, le gouvernement n'a pas pu faire voter son projet de retraite, comme il n'avait pas pu faire voter son budget. Alors ça, si ça paraît normal qu'un gouvernement qui nous dit qu'il est légitime pour imposer un projet de réforme soit obligé de s'abriter derrière le 47.1 pour passer en force et finalement sans vote, excusez-moi, mais j'ai pas l'impression que le perdant soit LFI dans l'histoire. De toute façon, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on soit capable de faire reculer ce projet. Alors, ça passe donc par le 7. On l'a dit longtemps et les jours qui viendront. Si on peut en parler. Vous attendez quoi, vous, du débat là, qui va s'ouvrir au Sénat ? Est-ce qu'il y a des avancées, par exemple, qui pourraient voir le jour sur le plan social ? J'ai cru comprendre que non. Il y a quand même des amendements socialistes, il y a des amendements communistes. Mais c'est le Sénat... Vous l'ignorez pas, le Sénat n'a pas une majorité de droite. Alors pas NUPES pour vous faire plaisir, socialiste, communiste et écologiste. Il n'y a pas une majorité, les majorités de droite. J'ai entendu M. Retailleau, même les mesures sur les femmes. Sur les carrières longues, même ça, apparemment, ça... Contrairement à ce que demandaient les Républicains à l'Assemblée, qui montre qu'eux sont aussi divisés, ce qui est peut-être gênant pour le gouvernement, parce que c'est leur principal allié potentiel pour faire passer le projet de réforme, eh bien, même M. Retailleau pense que l'histoire du 43-44 années, vous savez, père impair, on connaît tout ça, ça va peut-être un peu trop loin. Donc, j'ai pas l'impression que ça aille dans le bon sens. Sur les femmes, comme le disait Elisabeth, est-ce qu'il y a des avancées à attendre ? Il voudrait faire entrer en ligne de compte les congés maternité, soit une surcote de 5%, soit partir à 63 ans. Déjà, j'allais dire que toutes les femmes, non pas seulement les mères de famille, sont concernées par les inégalités sur le marché de l'emploi. D'accord ? Donc moi, je préférais qu'on ait une vraie loi pour l'égalité salariale homme-femme, comme ça se fait en Islande, qui rapporterait 8 milliards de cotisations dans les caisses. Et je préférerais surtout qu'on arrête, au fur et à mesure de se rendre compte qu'une loi est tellement injuste qu'on est obligé de prendre bout par bout et de faire en sorte de dire quand même, on va pas aller jusqu'à là pour certaines catégories de la population et qu'on arrête avec ça et qu'on fasse en sorte que les gens soient pas obligés de travailler 2 ans de plus. Les femmes comprises, ça serait à mon avis un progrès plus important. Alors vous avez vu que les Républicains souhaitaient accélérer les régimes spéciaux dans cette réforme des retraites. Est-ce que ça finalement c'est pas une mesure de justice ? Est-ce que vous devriez pas la défendre, vous qui avez combattu la fin des régimes spéciaux, dans la mesure où il y a la clause du grand-père qui va entrer en vigueur, donc il faudra les nouveaux entrants verront s'appliquer la réforme, alors que pour les autres, finalement, c'est la génération 61, c'est demain pour les autres. Mais moi, pas une réforme de justice, moi, d'abord, j'appelle pas ça des régimes spéciaux. Pour moi, c'est des régimes pionniers qui ont été gagnés avec des conventions collectives et qui reconnaissaient des spécificités ou une pénibilité du travail. Alors, si maintenant on pense, par exemple, qu'être aujourd'hui conducteur de bus avec les conditions qui sont celles que l'on subit dans les zones urbaines ou conducteur de métro n'est pas pénible, eh bien moi, je ne suis pas d'accord. Et si on me dit mais vous c'est défendez injuste, aussi les notaires, hein.
Vous défendez tous les régimes spéciaux. Oui, Alors, il y a des différences. Il y a des régimes spéciaux qui sont spéciaux parce qu'il y a une pénibilité au travail qui fait qu'il serait logique, effectivement, qu'ils partent plus tôt. Et j'allais dire que à mon avis, le problème, c'est qu'il n'y en a plutôt pas assez, plutôt que trop. C'est-à-dire que je pense que, par exemple, pour reprendre la question des transports de bus, ça ne devrait pas seulement être réservé aux conducteurs de la RATP. Ça devrait être étendu à toute cette profession. C'est un exemple. Et du coup, on retrouverait peut-être des conducteurs de bus, parce que ça a aussi un lien. Bon, après, vous avez aussi, vous savez, des régimes spéciaux. Alors, c'est le cas des avocats, c'est le cas de Banque de France, c'est le cas des notaires qui, sauf erreur de ma part, sont équilibrés en tant que tels. Donc, c'est pas le même type de problème. Et à partir de là, je ne vois pas pourquoi on viendrait perturber l'équilibre de leur caisse. Alors, votre opposition, elle va se poursuivre dans la rue. Vous nous avez parlé de cette journée du 7 mars. Déjà, l'ensemble des syndicats de la SNCF appellent à une grève reconductible. Est-ce que vous appelez à un blocage total du pays à partir du 7 mars ? Alors déjà, moi, je suis responsable politique et je ne suis pas... c'est pas moi qui me mets en grève. Vous voyez ce que je veux dire, la difficulté de se mettre en grève. Donc je peux dire ce qui me semble être le mieux. Et le mieux pour faire en sorte d'arrêter ce projet, c'est plusieurs jours de grève reconductible. Voilà, c'est comme ça qu'on peut faire plier le gouvernement. Maintenant, c'est pas moi qui vais faire l'appel. Ça, c'est l'intersyndical. Mais vous les soutenez en tant que tel. Ah ben, bien sûr, je les soutiens. Bien évidemment. Ça ne vous inquiète pas, cette pause dans l'action syndicale, justement, là, en ce moment? Parce que la dernière journée et celle du 7 mars, il se sera écoulé plus d'une quinzaine de jours entre les deux. Est-ce que ça n'a pas cassé la dynamique de la mobilisation? Non, je pense que c'était très bien vu et très bien joué. Vous savez pourquoi? Parce que pour la première fois depuis longtemps, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a tous les syndicats réunis. Et qu'ils ont fait l'examen, ils ont fait l'étude de se dire que cette fois-ci, on ne va pas vivre une grève par procuration. Vous savez, les grèves par procuration, ça avait commencé en 95. C'est-à-dire, il y a des secteurs qui peuvent se mettre en grève parce qu'ils ont des statuts moins compliqués que dans le privé, qu'ils arrivent plus facilement à mettre à l'arrêt le pays, et ils y vont, ils font grève pour tout le monde, les gens soutiennent, ils font grève pour tout le monde. Je pense que les conditions, ça, ils l'ont fait pendant des années, et que cette fois-ci, ça sera moins simple que ça l'a été. Par contre, ce qu'on observe un peu partout, du fait aussi que certains syndicats se mettent dans l'action, la CFDT est numéro 1 dans le privé, par exemple, on le sait, eh bien, vous avez des grèves dans des secteurs qui ne faisaient plus grève depuis longtemps. Et l'idée, je pense, de l'intersyndical, ça a été que tout ça prenne le temps, fasse la jonction. C'est dur de faire grève. Quand vous perdez 1 jour, 2 jours, 3 jours de travail, fasse la jonction pour pouvoir justement concentrer vos efforts. Je pense que c'est plutôt très bien joué. Et vous allez voir que le 7 mars, ça va être historique. Ça va être une grève historique en termes de nombre, en termes de manifestants dans les rues. Et moi, je pense que ça va donner l'impulsion pour les jours à venir. Et c'est pour ça que j'ai confiance sur le fait qu'on arrive à faire reculer le gouvernement. Historique, c'est quoi? C'est plus de 2 millions de personnes dans la rue? Alors, je pense qu'on va dépasser largement les scores des autres manifestations. Avec des taux de grévistes, surtout des qui peuvent surtout des taux de grévistes très 50-60%. importants. Ce qui n'était pas le cas pour les dernières mobilisations. Qui était moins le cas, ou en tout cas dans certains secteurs. Bon, j'ai vu aussi que tous les syndicats maintenant appellent à une grève reconductive dans la SNCF. Donc il peut y avoir un effet boule de neige. Et je vais vous dire, je pense que si ce pays est à l'arrêt quelques jours, ce gouvernement sera obligé de reculer. De retirer la réforme? Oui, c'est ce que je crois. Combien de jours? Parce qu'à un moment donné, je ne connais pas dans la Ve République, sauf un exemple, en 2010, un projet de réforme imposé quand vous avez tout le peuple contre vous. 9 actifs sur 10, 7 Français sur 10, plus de 6 Français sur 10 qui soutiennent le fait, y compris de bloquer le pays. Je pense qu'à un moment donné, un gouvernement, il ne peut pas tenir, parce que c'est aussi la démocratie sociale qui se manifeste. Et en plus, quand vous avez un projet aussi mal foutu, excusez-moi l'expression, où on nous annonce 1200 euros pour toutes les carrières longues, puis à la fin, il n'y en a plus que 13 000, je pense qu'au fur et à mesure, ça, plus peut-être l'anticonstitutionnalité. Une toute dernière question, très brève, mal parti. Brigitte, plusieurs témoignages de députés rapportent un usage excessif d'alcool à la buvette de l'Assemblée. Est-ce que vous l'avez constaté? Écoutez, comme je ne suis pas souvent à la buvette le soir, Vous en avez entendu parler ou pas? Des excès d'alcoolisation. Les journaux comme vous, mais franchement, est-ce que c'est très différent dans le temps? J'en sais rien. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression qu'on... Dans votre groupe, vous n'avez pas repéré, par exemple, de dérapage? C'est un peu comme le dernier débat des retraites. On a l'impression qu'on vivait quelque chose d'absolument terrible, qui n'avait jamais été. Là, je me demande si c'est pas un peu la même chose. C'est-à-dire, je me demande s'il n'y a pas des sujets qui montent comme ça. Mais est-ce qu'il y a des personnes un petit peu alcoolisées qui arrivent après la pause de 21h30, quoi? Est-ce que vous l'avez constaté? Est-ce qu'il y a des débats qui, du coup, sont un petit peu modifiés? Dans l'Assemblée, il y a des gens, oui, on voit quand ils ont mangé, quand ils rentrent. Mais je vous dénoncerai personne. Mais je vous demande pas de nom. Il n'y a pas... Vous l'avez remarqué. L'Assemblée n'est pas non plus un repère alcoolique, quoi. Je veux dire, suffisamment pour qu'il soit rappelé à l'ordre par la présidente Panot, non? Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle l'a fait? J'ai aucun élément là-dessus. En tout cas, vous êtes pour ce genre de tradition?
Au fond, ça ne vous choque pas? De quoi? Non, parce qu'il y a des degrés de tolérance. Mais c'est extraordinaire. Il y a des degrés. Je vais rarement la buvette le soir et maintenant je suis pour lesquelles traditions vous parlez? Je veux dire, ce que vous dites, c'est que c'est pas très différent d'hier. Donc c'est bien que vous justifiez des situations aujourd'hui par hier. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne sais pas si c'est différent d'hier. Je dis simplement qu'on a un peu l'impression qu'on redécouvre un peu l'eau tiède à chaque fois. Bon, j'ai l'impression, d'après ce que je lis, ce que j'entends, c'est que cette buvette, elle a toujours été très fréquentée. Oui. Est-ce que maintenant on boit plus que dans le temps? Il faut un petit rappel à l'ordre. Un petit rappel à l'ordre. Bah, s'il y a des gens qui pensent qu'il y a un rappel à l'ordre, ce qui était admis hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, dans ce domaine comme dans d'autres. Merci beaucoup, Brigitte Boucher. Merci infiniment. Vincent Roux, en direct du Figaro Live. Bonjour à vous, Vincent. Bonjour Elisabeth, bonjour Eric Coquerel. Alors, où est allé aujourd'hui notre invité? Vous le savez. Vous voulez poser une question sur le Salon de l'Agriculture. Alors, vous êtes allé au Salon de l'Agriculture. Bonsoir Eric Coquerel. Bonsoir. Vous pensez sans doute comme la majorité des lecteurs du Figaro qui pensent que les politiques ont raison d'aller au Salon de l'Agriculture. Quel est le message que vous avez délivré aux agriculteurs que vous avez rencontrés? Franchement, moi j'ai écouté surtout, quoi. J'ai pas été comme le chef de l'État 12 heures, j'avais pas le temps. Et puis des agriculteurs, j'en vois aussi en dehors du salon de l'agriculture. J'étais voir des syndicats agricoles, aussi bien de la FNSEA que la Confédération paysanne, les coopératives agricoles j'ai trouvé le rendez-vous très, très intéressant. Donc j'ai écouté et en fait je me suis aperçu une chose, c'est que quelles que soient les solutions, les préoccupations sont les mêmes sur tout le monde. La question de l'eau, la question des pesticides, la question de la crise que connaît le secteur bio actuellement, la question aussi, alors les uns parlent de souveraineté alimentaire, les autres parlent de protectionnisme, de problème d'importation de produits qui sont cultivés dans des conditions que nous ne permettons plus en France et qui sont importés, donc toutes les questions du libre-échange, et puis aussi la chose qui est revenue partout, c'est-à-dire les prix de l'alimentaire, vous savez, 13% d'augmentation, et ça pénalise la profession, les marges des distributeurs interrogent. Voilà, j'ai entendu, ce qui m'a intéressé, je vous réponds tout de suite, c'est que quelles que soient après les solutions, ils n'ont pas les mêmes solutions, on le sait, il y en a certains avec qui on est plutôt d'accord plus que d'autres, mais n'empêche, les problématiques étaient les mêmes. Est-ce que vous pensez, après cette visite, comme Jean-Luc Mélenchon il y a quelques années, qu'en fait, il ne faudrait pas aller au Salon de l'Agriculture, il faudrait plutôt faire une journée de l'écologie? Les deux me semblent possibles. Moi, vous savez, je suis comme beaucoup de Français. C'est la réconciliation des insoumis avec la ruralité, en fait. Vous savez avec qui j'étais aujourd'hui? J'étais avec Mathilde Dignet. Vous savez qui c'est, Mathilde Dignet? C'est la première députée ouvrière agricole qui ait jamais eu. Voilà. Et elle est France Insoumise. Donc, moi, je ne sens pas cette... Ça n'empêche pas que François Ruffin l'a pointé. Oui. Il y a un problème de représentativité de la France Insoumise dans les zones rurales. Oui, d'accord. On a un problème de représentativité, mais peut-être que ça s'améliore aussi, parce que je remarque une chose, c'est j'ai été aujourd'hui avec des collègues députés insoumises de la Sarthe, du Maine-et-Loire, etc. Donc, manifestement, ça s'améliore. Et je pense que c'est pas ça qui nous empêche de connaître le monde agricole et d'y s'y intéresser. C'est démago pour un président de passer 12 heures au salon? Non, j'ai pas dit ça. Non, je vous pose la question. Je vous pose la question. Vous pouvez me dire non, pas du tout, c'est son rôle. On ne sait rien. Je pense qu'il y a un côté communication. Je vais vous répondre rapidement. Je parlais avec un syndicat tout à l'heure qui me disait qu'il a préféré que Emmanuel Macron, ça c'est plutôt mieux d'ailleurs, c'est fait fort de voir les syndicats agricoles avant d'aller au salon, parce qu'au salon, vous le savez, j'ai vu Madame Borne tout à l'heure, elle était entourée de caméras, de micros, c'est pas là, très sincèrement, où vous... il s'est quand même fait conspuer, j'ai quand même vu. Merci beaucoup Vincent Roux. À tout à l'heure pour notre question d'actualité. Et bienvenue Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'est à vous. Bonsoir Elisabeth, bonsoir Eric Coquerel. Bonsoir. J'ai une question qui me brûle les lèvres depuis très longtemps. Diable. Il y a 6 ans, dans une interview à un magazine, Monsieur Jean-Luc Mélenchon a dit « Le mouvement de la France insoumise est un mouvement gazeux ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis l'exégète des citations de Jean-Luc ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le mouvement France Insoumise, il y a 6 ans, a été créé pour accompagner une campagne électorale. Voilà. Et donc, une campagne électorale, c'est l'action. C'est pas une campagne électorale que vous allez organiser un mouvement, débattre, etc. Vous avez un programme. Ça, ce programme avait été défini de manière
entre guillemets démocratique. Il y a eu plein de débats, on avait rencontré plein de gens. Et puis à partir de là, vous mettez en action. Et gazeux, ça veut dire que vous faites en sorte que justement tous les gens qui veulent pouvoir rentrer dans ce mouvement le fassent. Il suffisait d'aller dans un groupe d'action, de prendre et puis d'avoir des formes de mobilisation qui peuvent être très différentes. Les uns militent tous les jours, d'autres ça peut être simplement de... Une organisation horizontale en fait. C'est horizontal. Et la question, pour vous répondre, parce que je sens vos réponses à venir, la question de l'organisation, j'allais dire, démocratique du mouvement, c'est normal, ne se pose pas pendant une campagne électorale. Et toute la gageure, justement, c'est de le transformer cette fois-ci en mouvement politique pérenne. Est-ce que c'est pas un handicap aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon, qui reste le chef de votre formation, ne soit pas à l'Assemblée nationale ou au Sénat d'ailleurs? Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un handicap. Donc je considère que... Sa présence, son absence plutôt. Écoutez, ça a été son choix. Je vais vous répondre sincèrement. Là, en ce moment, des fois, je me dis que ça serait bien qu'il soit là. Ah. Voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Parce qu'il vous manque en termes de quoi? À un certain moment, parce que Jean-Luc, à mon avis, reste notre leader, voilà, d'un point de vue théorique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue, etc. Et que je me dis que finalement, je regarde un peu la bataille des retraites. Je pense que il aurait été là. Je pense que ça aurait été. Gagné. Je pense qu'on aurait gagné en efficacité. En impact. Et en impact et en coordination. Donc je vous réponds. Mais son choix, je le comprends aussi. C'est qu'à un moment donné, vous avez envie justement de pouvoir faire d'autres choses. Par exemple, de plus vous consacrer à l'international, de plus vous consacrer, vous le savez, vous le connaissez comme moi, vous savez que Jean-Luc, il aime bien écrire, il aime bien théoriser, il aime bien réfléchir à l'époque et laisser aussi une trace par rapport à ça. Donc voilà, il a estimé qu'il n'avait pas le temps de faire les deux. Bon, alors c'est très intéressant, d'abord, merci pour votre sincérité, mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, on avait l'impression, dans ce débat, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais dans ce débat sur la réforme des retraites, que il n'y avait pas tout à fait une unité de réflexion entre lui, qui voulait pas aller à cet article 7 et qui demandait de retenir à tout prix les débats, et vous, alors peut-être pas vous personnellement, mais quelques-uns d'entre vous, ou plusieurs, qui souhaitaient y aller. Écoutez, il y avait une discussion dans le groupe. C'est partout dans la presse. Moi, personnellement, je ne m'exprime jamais sur ce qui se passe dans le groupe. Je dis ce qui me plaît dans le groupe, mais je n'exprime jamais. Mais puisque c'est dans la presse, chacun le sait. Il y a une discussion dans le groupe. Bon, sur quelque chose qui m'apparaît être une différenciation tactique. Parce que très sincèrement, à partir du moment où vous avez tout un groupe quasiment à la totalité qui est d'accord pour ne pas aller jusqu'à la fin de l'article 7, et que le débat, c'est de savoir si on le débute ou pas, ou éventuellement on vote l'amendement jusqu'à l'amendement de suppression, pour moi, c'est tactique. C'est pas une différence de fond. Il y avait personne, même dans la NUPES, je l'ai dit tout à l'heure, personne n'était pour aller jusqu'à la fin de l'examen de la loi. Bon, moi, je trouve ça plutôt sain que dans un groupe de 75 personnes, il y ait des débats. Et je ne trouve pas inconvenant que quelqu'un qui reste notre leader donne sa position, si c'est ça votre question. Et c'était pas Jean-Luc Mélenchon contre le groupe. J'ai lu ça, c'est extraordinaire. Ah oui, c'était pas ça alors. Non, il y avait un débat dans le groupe qui existait. Jean-Luc a pris une position, l'a fait connaître. Bon, voilà, vous étiez trouve plutôt qu'on en a fait. Je vous dirai pas. De son côté. Moi, je vous dirai pas. Vous personnellement, non, je vous dirai pas. Moi, j'ai défendu mes positions, et après, ma position centrale, je l'ai expliqué tout à l'heure à Elisabeth Martichoux qui m'a dit oui, mais parlez de vous, mais je parle de moi. Ma position centrale, c'est que moi, je trouve que le 47.1 est un vrai scandale et qu'il fallait appuyer. Et j'ai regretté, je l'ai dit. J'ai des bons rapports avec les numéros 1 syndicaux. Je les ai tous rencontrés en tant que président de la commission efficiente. Mais j'ai regretté qu'avec nous, ils n'appuient pas sur le fait qu'on pouvait dépasser cette fichue clôture du vendredi minuit. Ce que le gouvernement a fait avec le Rassemblement national en lui faisant le cadeau de faire cette motion de censure à cette heure-là, c'est ça que je veux dire. Et donc, on pouvait dépasser. Moi, je pense qu'on aurait dû... Moi, mon objectif, c'était de dire on peut prolonger ce débat. Il faut se prolonger le débat. Rien n'empêche de ne pas le continuer. Est-ce que ça vous fait pas mal de lire dans la presse ou ailleurs, dans les médias, que finalement, le grand gagnant de tout ce débat-là, vous venez de prononcer son nom, c'est le Rassemblement national? Je ne crois pas, Esther. Je ne crois pas. Alors, moi, je regarde pas seulement les sondages, je regarde les résultats des élections. La période sur les retraites a commencé avec 3 élections partielles. Les 3 cas, le RN a été battu.
Oui. En 2 cas, la NUPES conserve son poste de député dans le Nord, en gagne un avec France Insoumise dans le... Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais dans l'ouest de la France. Oui. Et l'autre côté, c'est Renaissance qui gagne contre le Rassemblement national. Donc moi, je regarde ces résultats et je me dis que au début de cette campagne, en tout cas, le Rassemblement national est peut-être pas aussi fort qu'on le dit, que c'est plutôt la NUPES qui avait marqué des points. Est-ce qu'à l'issue de ce mouvement, ça va être différent? Moi, je serais contre la réforme. Je serais prêt à m'engager socialement contre cette réforme. Je ne verrais pas le Rassemblement national comme un allié qui a posé 200 amendements seulement. Alors là, c'est un record d'essayer d'expédier au plus vite cette loi et qui a même fait le cadeau au gouvernement de poser une motion de censure, ce qui fait que le gouvernement a dit « Ah, votez la motion de censure, ça sera le résultat de cette loi. » Le piège était grossier. Donc de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'ils en tirent vraiment avantage. Alors, dans quelques mois, il y a des élections sénatoriales. On sait que la France Insoumise n'est pas présente au Sénat, dans la Haute Assemblée. Est-ce que là, vous avez bon espoir de remporter 1 ou 2 sièges, sachant que les élections sénatoriales, ça se joue beaucoup quand même dans les zones rurales où vous n'êtes pas très bien implanté? Ouais, je me suis occupé une fois des sénatoriales pour le parti de gauche, qui était un peu l'ancêtre. Voilà, on va dire. Je suis assez satisfait de m'en occuper. C'est très compliqué, les sénatoriales. Oui, je sais, oui. Donc, surtout pour un parti neuf, comme le nôtre, un mouvement neuf. Donc, je ne sais pas. Très sincèrement, je n'ai pas suffisamment étudié la chose. Sur le papier, il y a des possibilités. Il y a des endroits où on a... si en plus on arrive à certains départements à avoir des accords avec la NUPES, on a des possibilités de gains, et de gains pour toute la NUPES, y compris France Insoumise. Voilà. J'en sais pas plus, très sincèrement. Alors, vous êtes président de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Ça vous a changé ou pas? Non. Non. Ça vous a pas changé, même idéologiquement? C'est-à-dire que vous aviez... On vous connaissait pour des positions sur le plan financier, enfin sur toutes les questions économiques, toujours assez radicales. Oui. Est-ce que le fait de fréquenter Bruno Le Maire, alors pas lui, mais le ministre de l'économie, le fait d'être finalement un des hommes les plus importants, ou des élus, pour pas les plus importants en la matière, ça vous oblige pas à faire des compromis avec ce que vous pensez? Non. Je reste toujours radicalement opposé au capitalisme financiarisé, au néolibéralisme, si c'est ça la question. Oui, c'est ça la question, bien sûr. Non, toujours de même manière. Mais si vous avez observé, moi, je suis plutôt quelqu'un... j'aime bien argumenter. Voilà, et c'était le cas quand j'étais député. J'avais déjà des débats, puisque j'étais le chef de file de France Insoumise avec Bruno Le Maire. Bon, à partir du moment où j'ai quelqu'un en face de moi qui aime aussi argumenter sur le fond, c'est ce que je reconnais à Bruno Le Maire, par exemple, lui, même oui. si on n'est pas d'accord, moi j'ai toujours plaisir à le faire. Et puis les ministres avec qui ça se passe moins sur le fond, c'est compliqué. Non, ce que ça m'a donné, par contre, ça c'est vrai, c'est vous avez un président, heureusement, une commission des finances ne peut pas tout. C'est-à-dire, donc vous avez aussi un rôle d'animer la commission, d'essayer de lui donner le plus de poids possible, des débats intéressants. C'est un nouvel apprentissage, et ça c'est plutôt agréable. Yves, un mot quand même de l'exécutif, la France Insoumise, avec d'autres, avec Alexis Corbière, avec Madame Garrido, avec François Ruffin. Vous n'êtes plus justement à l'exécutif de votre parti politique et finalement, bon, je sais que vous n'aimez pas parler de vous-même, mais c'est quand même un peu étrange cette histoire, non? Non seulement j'aime pas parler de moi-même, mais alors j'aime pas non plus. Vous avez été très honnête tout à l'heure face à une question de Yves, donc je suis honnête. soyez-le. Je suis honnête. J'aime pas. J'ai pas spécialement voulu commenter ces questions internes. Je les ai réservées à l'interne. Et alors là, il y a un moment où je ne vais pas les commenter plus qu'un autre. C'est le moment de la réforme des retraites, où, comme je disais tout à l'heure, pour moi, laisser des sujets un peu annexes qui vont faire des grandes pages dans les journaux sur un tel a dit ça, l'autre a dit ça, etc., alors que ça nécessite l'unité, c'est encore moins le moment où je vais le faire. Je vais vous redire, je pense que d'abord, je suis dans le bureau du groupe de l'Assemblée nationale, donc j'ai un poids dans le groupe quand même relativement important. J'ai finalement été au conseil proposé par Jean-Luc Mélenchon pour voir comment ça fonctionnait, voir s'il y avait quelque chose, si ça pouvait être une vraie direction. J'ai des remarques à faire, je les ai faites. Je pense que les choses pourront évoluer d'ici quelques mois, puisqu'il y a une revoyure avec une autre assemblée représentative sur le fonctionnement, sur par exemple la question des votes et autres.
Donc, Vous êtes un homme en plus. Je ne renonce pas à ça, mais franchement, j'ai pas envie d'en faire un débat. Mais est-ce que vous avez été touché? Alexis Corbière, il l'a dit ici même. Oui, il l'a dit. Peut-être que, contrairement à Alexis, le fait d'être président de la commission des finances et avoir un rôle de toute façon fait que je l'ai peut-être vécu de manière moins compliquée que la sienne. Alors j'ai quand même une question qui dernière question de répondre, c'est qu'il y a une élection présidentielle, tout le monde le sait, d'ici à 4 ans, en 2027. Si vous deviez choisir entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, vous choisiriez qui? Et vous croyez vraiment que je vais vous répondre à ça? Je sais pas. Non. Vous pourriez dire... 2027 me semblait... Une fidélité inoxydable et dire... D'abord, Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit il y a quelques temps que je pensais que Jean-Luc sera encore notre meilleur candidat en 2027. Vous le pensez là, encore? Oui, je le pense encore, oui. Maintenant, je suis absolument Donc vous avez pas certain, répondu, en fait. Je suis absolument pas certain que Jean-Luc Mélenchon ait envie de se présenter en 2027. Et on verra bien quelle sera la situation, surtout en 2027. En fait, ma réponse, je vais vous dire, c'est trop loin. Voilà. Moi, mon objectif, là, c'est le 7 mars, 8 mars, 9 mars. Gagner. Pourquoi? Parce que si on gagne sur les retraites, tout change dans le pays pour les années à venir. Votre réponse, c'est Jean-Luc Mélenchon, de toute manière, sauf si. Vous faites mes réponses, si. donc... Merci Yves Tréhard, Merci beaucoup. à très vite. Dans l'émission, un mot avant d'accueillir Violette Spilbou. Vous allez conduire avec Jean-René Cazeneuve une mission d'information parlementaire relative très intéressante au différentiel de fiscalité entre les entreprises. Vous soupçonnez que les grands groupes ne soient pas taxés de la même façon que les petits groupes. Bon, d'abord, mener cette mission ensemble, après les insultes, vous allez encore me dire « Oh, c'est pas très grave, etc. » Il y a aucun... Non, entre groupes, bien sûr, dans l'hémicycle, à l'occasion de la réforme des retraites. Bon, ça n'a pas d'importance, on efface tout et on travaille en commun. Oui, je pense, oui. Alors déjà, en commun, ça ne veut pas dire qu'on va arriver aux conclusions communes, d'accord? Mais oui, alors déjà, c'est un peu le propre de la commission des finances. Pour quiconque la connaît, il y a une atmosphère. Et moi, j'ai souhaité la perpétuer. Je l'ai connue avec Éric Woerth, j'ai souhaité la continuer. Et deuxièmement, c'est moi qui ai voulu instituer le fait que dans toute mission d'information, vous aviez forcément un binôme de quelqu'un de la majorité et de l'opposition, ou vice-versa, quelqu'un de l'opposition et de la majorité. Voilà. Ça se faisait déjà, mais vous avez voulu le perpétuer de façon... J'ai voulu l'installer, d'accord, pour pouvoir faire en sorte de travailler ensemble. Il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans, j'ai fait une mission d'information avec Monsieur Mattei du Modem sur la question de l'impôt différentiel. C'est-à-dire que vous savez, quand vous payez moins d'impôts à l'étranger, de savoir si certains partaient pas parce qu'ils profitaient de paradis fiscaux. Et finalement, on est arrivé quasiment aux mêmes préconisations. Alors, je ne dis pas qu'on va y arriver avec Jean-René Cazeneuve parce que le sujet, là, me paraît plus compliqué. Mais en tout cas, je pense qu'on peut avoir des auditions intéressantes. On peut essayer d'avoir un état des lieux commun, pourquoi pas. Et puis après, on aura sûrement des préconisations différentes. Et en tout cas, ce sera intéressant parce que, comme vous stigmatisez souvent la sous-imposition des grandes entreprises, vous allez faire le clair entre ce degré d'imposition par rapport aux petites entreprises. On attend les résultats. Certaines qui l'an dernier payaient carrément pas d'impôts comme Total. Donc, vous allez le vérifier. Bonsoir, Violette Spilbou. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes députée Renaissance et évidemment, votre premier sujet de débat avec Éric Coquerel, de la retraite, on imagine. Oui, merci. J'aimerais revenir sur les propos que j'ai entendus tout à l'heure. Monsieur le Président, vous avez évoqué avec une certaine forme de fatalisme la violence dans les débats à l'Assemblée nationale. Moi qui suis nouvellement députée, j'ai plutôt constaté que l'obstruction, le nombre, les milliers d'amendements déposés en partie par votre groupe et puis les moments de violence qui ont animé les débats ont fait qu'on s'est arrêté le dernier jour du débat programmé, très très loin de l'article 7. Et aujourd'hui, la réforme des retraites, elle va être examinée au Sénat avec, on l'espère, peut-être un vrai débat de fond, comme vous l'aimez, avec les arguments sur l'article 7. Et donc ma question, c'est est-ce que, en tant que président de la Commission des finances, en tant qu'élu expérimenté, vous n'avez pas des regrets sur la façon dont ces 15 jours se sont passés à l'Assemblée? Moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un regret profond, c'est que vous et votre majorité, enfin votre majorité, en tout cas la minorité présidentielle, vous ayez utilisé un outil parlementaire, législatif qui ne correspond pas du tout à une loi de cette ampleur, qui vous permet d'arrêter les débats quand vous le souhaitez, parce que vous auriez pu les prolonger, et même de le faire sans vote. C'est ça qui me paraît le plus grand scandale démocratique
vis-à-vis du Parlement et vis-à-vis, j'allais dire, même d'un mépris du Parlement. Voilà ma réponse. Oui, après, vous vous exprimez quand même dans toute cette soirée de débat un souhait de respecter l'institution, de la représenter, de permettre des missions avec des personnes de l'opposition. Et donc, à un moment, quand ce format est décidé de 50 jours avec une partie à l'Assemblée, une partie au Sénat, moi, je me dis, vous auriez pu avoir le choix aussi de retirer un certain nombre d'amendements. Je sais qu'il y a eu des débats à l'intérieur de la NUPES sur ce sujet-là. Des collègues de votre groupe en ont d'ailleurs retiré de façon massive. On aurait pu avancer sur, au-delà des seniors, au-delà des régimes spéciaux, sur le sujet des femmes, sur le sujet des retraites minimum, sur le sujet de l'âge, sur le sujet du modèle économique, du financement de nos retraites pour nos générations futures. Et tout ça, en fait, ça a été balayé avec des moments extrêmement... Enfin, moi, j'ai été extrêmement choquée de certains moments quand on traite le ministre Olivier Dussopt d'assassin. Je ne crois pas que ce soit les méthodes que vous préconisez. Bon, d'ailleurs, je vous fais remarquer que mon collègue qui s'est exprimé comme ça, s'est excusé. C'est quand même suffisamment rare. Vous savez que, ça s'entend peut-être moins. Vous avez raison. Voilà, mais vous savez, ça s'entend peut-être moins. Du côté du côté de Renaissance, on entend des choses pas non plus très agréables venant de l'Assemblée. Et on a aussi des élus qui se sont excusés de notre côté. Donc voilà, notamment certaines comparaisons qui ont été faites qui me semblaient, alors c'était le Modem d'ailleurs en l'occurrence. Enfin bon, donc non, moi je vous dis, je pense que tout s'est durci du fait même du type de législation choisi, et il nous a été imposé. D'ailleurs, même quelque part, je vais vous dire, chers collègues, vous êtes comme moi député. Vous ne pouvez pas vous satisfaire d'un Parlement où, pour passer le budget, qui est votre prérogative numéro 1, comme la mienne, d'accord, on fait 10-49-3 pour imposer le budget, et surtout, on revient, par exemple, sur tel ou tel article qui avait été modifié par l'opposition, sur les dom-toms, sur la rénovation thermique. Vous ne pouvez pas vous satisfaire du fait que, par exemple, le gouvernement décide, grâce à cet outil parlementaire, là je parle des retraites, de dire l'article 2 n'a pas été adopté, c'est pas grave, on le remet tel quel pour le Sénat. En tant que parlementaire, vous ne pouvez pas accepter ça. Et moi, je vais vous dire mon problème de fond. J'ai rencontré quelques jours après mes collègues de la commission des finances islandaise. Bien, et ben, en Islande, ils connaissent pas le 49.3, ils connaissent pas le 47.1, et je pense que c'est nettement préférable en termes de sauf débat. Erreur, si le texte avait été jusqu'au vote, le gouvernement aurait été obligé de le présenter dans ces termes-là au Sénat. Mais c'est l'absence de vote qui... Mais attendez, Elisabeth Marchis, il ne faut pas être hypocrite. Le gouvernement savait qu'avec 9 jours seulement, puisqu'il y a eu un refus de l'Assemblée d'ouvrir le week-end comme on le demandait, plus le jeudi, je vous l'ai dit tout à l'heure, la niche socialiste qui était enlevée, le gouvernement savait de toute façon qu'on ne pouvait pas. On aurait pu enlever donc c'est lui qui pousse la moitié de nos amendements. On ne pouvait pas arriver jusqu'à la fin. Donc il le savait. D'ailleurs, à mon avis, il ne souhaitait pas spécialement. Il était inquiet. Vous oubliez une chose. Vous parlez de minorité. Moi, je vais vous parler de majorité relative. C'est qu'effectivement, on est dans une configuration qui est très différente à l'Assemblée nationale, qui est beaucoup plus représentative de l'ensemble des voix des Français. Mais c'est quand même une majorité relative que nous avons pour porter un projet et surtout pour être responsable du budget de la France. Et quand on entend le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme financier, vous qui êtes président de la Commission des Finances, avec un programme présidentiel qui est complètement infinançable, avec des retraites à 60 ans qui amènent des déficits en milliards d'euros, nous, à un moment, c'est clair qu'il y a une responsabilité à prendre avec les outils qui existent dans l'institution pour faire en sorte qu'on ait un système en équilibre pour les retraites. On a dit ce qu'on pensait sur les... Là, vous venez d'aborder le problème de fond. Mais vous savez très bien que cette réforme n'est pas faite pour résorber un déficit qui, au maximum, est estimé à 3% de ce que coûtent les retraites, c'est-à-dire beaucoup moins que le déficit de l'État, d'accord ? Et encore en prenant les chiffres de 12 milliards. Vous appelez l'épaisseur du trait, je crois, en milliards d'euros. Oui, l'épaisseur du trait, qui est bien moins important que les déficits de l'État. Vous savez très bien que c'est pas fait pour ça, puisque le corps l'a dit. D'accord ? Moi, j'ai auditionné le président du corps et j'étais très heureux qu'il le dise. Il a expliqué que la question des retraites, ce n'est pas qu'elles allaient coûter plus cher à la nation dans les années à venir, en pourcentage du PIB, c'est le problème des ressources. Eh bien, vous me posez la question, que ce soit pour les retraites actuelles ou même effectivement pour passer à la retraite à 60 ans avec 40 annuités qui coûteraient 55 milliards. Vous voyez, je vous donne les chiffres. Eh bien, nous avons des propositions. Je vais vous en donner 2. L'égalité salariale homme-femme, eh ben, ça rapporterait 5 milliards d'euros tout de suite. Là-dessus, sur la carrière, on va être d'accord. Et 8 milliards à long terme. Vous décidez, par exemple, non pas de fiscaliser, mais de faire une cotisation sur les dividendes actuels de 10%, même pas les cotisations du travail, c'est 17%, ça vous rapporterait 25 milliards d'euros. Donc,
des financements à la fois taxé, hein, c'est le programme de la France Insoumise. Mais c'est marrant parce que ça vous dérange pas de faire cotiser les salariés 2 ans de plus en les obligeant à travailler plus, ça vous dérange pas? Taxer, ça, vous parlez de taxer les entreprises et de réduire l'attractivité. Ça ne vous dérange pas? D'accord. On parle d'un équilibre entre les générations et d'une solidarité d'un système par répartition. Quand il y a 80 milliards de dividendes du CAC 40 qui sont quand même l'utilisation de la rente capitaliste la pire qui soit, puisqu'elle n'est même pas pour investir l'économie, c'est une rente que les gens prennent pour eux, que c'est des records. Ça, si à un moment donné on parle de faire une cotisation là-dessus, vous trouvez ça scandaleux, même si ça rapporterait plus de 20 milliards. Par contre, de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, donc 2 ans de plus de cotisation, là, ça ne vous pose pas de problème. C'est quand même étonnant. Philbou, vous aviez un autre sujet d'interpellation. Oui, on commence cette semaine l'examen du projet de loi nucléaire sur l'accélération du nucléaire. Même si je ne fais pas de partie de la commission qui va l'examiner, je serai présente dans les débats qui seront autour de la mi-mars. Et l'objectif de ce projet de loi, c'est d'accélérer la construction du nucléaire, de faciliter sur le plan administratif aussi l'ensemble des démarches pour qu'on aille plus vite. Pourquoi ? Parce que le président de la République l'a annoncé il y a un an, on souhaite vraiment être le premier pays qui ait une énergie décarbonée, qui n'utilise plus et de moins en moins l'énergie fossile. Et on va construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Moi, j'ai échangé avec des personnalités de votre groupe de la NUPS, notamment votre collègue Monsieur Jumel du Parti communiste, qui lui m'indique que assez naturellement, parce qu'il connaît bien le sujet, parce qu'il connaît les emplois qu'il y a derrière, parce qu'il connaît l'urgence d'avoir une énergie décarbonée en France et de pouvoir produire pour plus d'électricité pour tous les usages que nous modifions, eh bien, on sent que le Parti communiste, lui, va plutôt s'associer et voter pour cette loi, et que vous, à LFI, vous prônez l'inverse. Donc, ma question, elle est plutôt comment aujourd'hui vous abordez ce débat sur le nucléaire, alors que nous, on souhaite vraiment là aussi prendre des responsabilités en urgence et aller très vite en simplifiant. Et ben justement, est-ce que vous allez nous suivre là-dessus ? Je vais vous répondre. Je pense que justement, il ne faut pas les prendre en urgence. Parce que le problème qu'on a là, que ça soit pour l'examen de la loi sur le renouvelable ou sur le nucléaire maintenant, c'est qu'on fait ça à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu d'étudier ça après la prochaine loi de programmation qui va déterminer les pourcentages de telle ou telle énergie, on commence, si vous voulez, par les outils. Ce qui est un peu curieux, parce qu'au lieu de se fixer des objectifs. Alors déjà, ma première réponse, c'est qu'on devrait se donner le temps. Deuxième réponse, je vais vous dire, c'est que tout ça devrait, et ça fait longtemps, faire partie d'un vrai débat public. Parce que vous me donnez des arguments, et j'en discute d'ailleurs avec mon camarade Jumel, que j'apprécie beaucoup, sur le nucléaire, mais vous savez très bien comme moi que des arguments contre le nucléaire, je peux vous en donner d'autres. Par exemple, je peux vous dire que les deux scénarios qui ont été retenus à un moment donné au niveau électricité de 100% renouvelable sont des scénarios qui tiennent le coup, y compris financièrement. Mais vous, de toute façon, vous avez prôné la sortie complète du nucléaire, tout votre programme présidentiel. C'est même pas entre deux, il n'y a pas de débat pour vous. Non, programmer du nucléaire, oui, bien évidemment. Moi, je pense que ce n'est pas une énergie d'avenir, parce que je considère plusieurs problèmes. D'abord, elle pose un problème de notre autonomie. On n'a pas d'uranium en France, je vous le rappelle, et que, par exemple, certains pays qui ont de l'uranium posent aujourd'hui éventuellement des problèmes géostratégiques ou des problèmes d'exploitation de ces pays pour l'uranium. Deuxièmement, parce qu'on ne sait toujours pas quoi faire des déchets. Et troisièmement, parce qu'il ne vous a pas échappé, c'est juste un sujet qu'aujourd'hui, le problème de l'eau devient un problème crucial. Et il y a une énergie qui est véritablement mobilisatrice en termes d'eau, c'est le nucléaire. Donc moi, je pense que ça... Là, on ne va pas avoir le temps d'en débattre dans le fond. Mais en plus, avec les surcoûts de l'EPR de Flamanville, 19 milliards au lieu des 3 milliards au départ, penser qu'on va faire une accélération de la construction d'EPR comme avenir pour l'énergie en France, il me semble qu'on devrait avoir un débat public comme on l'a eu. Vous avez voté contre le nucléaire, mais vous avez aussi voté contre le projet de loi sur les énergies renouvelables. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai envie de comprendre un moment, parce que sur les énergies renouvelables, on est d'accord qu'il faut accélérer là aussi. C'est ce qu'on a fait avec le projet de loi. On est bien sur un objectif de 50-50. Notre objectif, c'est vraiment le maximum d'énergie décarbonée. Avec 6 EPR, mais avec votre programme à 100% d'énergie renouvelable, vous savez bien que c'est des choses qui n'ont jamais été faites en Europe. Oui, mais donc, et puis, c'est des énergies qui ne sont pas pilotables, qui ne sont pas fiables dans le temps sur la capacité à couvrir l'ensemble des besoins en électricité. C'est ce qu'on fait en France, parce qu'on est le seul pays à ne pas avoir atteint nos objectifs en termes d'énergie renouvelable. Donc, vous votez non à toutes les lois sur l'énergie. Attendez, je vais vous répondre. On devrait être à 19% des 23% où nous devrions être actuellement. C'est pour ça qu'on a voté la loi. C'est pas vrai de dire qu'on va faire un investissement sur le nucléaire. On commence par 6 EPR, mais il en promet d'autres. Et puis en même temps, aller chercher l'argent
nécessaires à l'énergie renouvelable en termes de recherche. Je pense que ça va être très compliqué de faire les deux. Et troisièmement, pourquoi nous étions contre ? Parce que nous, ce que nous avons dit, c'est qu'il n'y avait quasiment rien dans cette voie sur le renouvelable. Notamment, par exemple, on parlait de planification écologique en termes de contraintes et tout ça, il n'y avait quasiment rien. Et je connais bien le problème du renouvelable pour y avoir travaillé, figurez-vous. Donc, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui améliorait la situation. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, pour le nucléaire, là, vous allez effectivement alléger toutes les conditions administratives. Moi, je crois qu'en réalité, votre loi sur les ENR, c'était un prétexte pour préparer celle sur le nucléaire, qui, elle, par contre, est un véritable plus pour l'énergie nucléaire. Donc voilà la raison pour laquelle on n'a pas voté pour un leurre. Mais du coup, on est sur une politique énergétique où nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'abord moderniser des équipements qui sont vieillissants. Vous le savez, hein, on a une grande partie de nos réacteurs, de nos 56 réacteurs nucléaires qui seront obsolètes à horizon de 2060. Donc, vous dites, on peut prendre le temps, mais moi, je considère plutôt qu'il y a urgence, y compris de moderniser l'ensemble des équipements, d'avoir cette sécurité aussi des équipements nucléaires dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a des consommations électriques, des transformations de notre fonctionnement dans les villes. Je pense aux voitures électriques, à l'industrie qui va devoir s'électrifier aussi pour consommer moins d'énergie fossile, de gaz et de charbon. Mais tout ça, à un moment, on sait bien que c'est pas avec le rythme des éoliennes, les éoliennes en mer ou les endroits comme dans ma région Hauts-de-France où il y a déjà beaucoup d'éoliennes sur dans les champs et dans les campagnes. On sait qu'on ne pourra pas aller assez vite. Deux petites choses. Un, je recherchais le nom tout à l'heure, donc c'est RTE qui a fait quand même plusieurs les rapports RTE, oui, bon, donc qui existent. Ils disent tous qu'on a besoin d'une augmentation très forte de la consommation d'énergie. Oui, mais c'est électrique. C'est là-dessus on pourrait discuter. Je pense qu'il y a, il y a une question sur les plans de sobriété, y compris. Et moi, je préfère. Alors, je vais regarder un peu dans le détail ce qui est dedans et où l'État met, parce qu'il me semble que l'État ne met pas beaucoup. Mais je préfère qu'on investisse 100 milliards à un moment donné sur le ferroviaire, plutôt que de penser au tout électrique des voitures qui vont consommer. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense que ça va être un peu plus compliqué de faire les deux. Mais surtout, je vais vous répondre. Si justement vous voulez préparer la suite, vous commencez pas à démanteler l'IRSN, qui est l'Institut de radioprotection de la sécurité nucléaire, qui manifeste demain et que nous soutenons, parce que là, c'est un vrai problème de faire en sorte que l'expertise indépendante ne puisse plus être dissociée du contrôle que joue l'ASN. Vous avez bien vu qu'en France, on meurt d'avoir des milliers, 1200 agences publiques avec des coûts vous n'allez pas faire plaisir aux experts de l'IRSN. Et donc d'avoir une fusion de plusieurs agences nationales, tout en garantissant l'indépendance, la transparence, moi, je pense que c'est une bonne voie. Elle est en train d'être étudiée par le gouvernement. Eh bien, j'espère qu'il va reculer là-dessus. Parce que dans un sujet comme le nucléaire, on ne prend pas de risque. Merci à tous les deux. Avoir une institution indépendante de celle qui agit, qui est l'ASN, qui le fait très bien, je crois que c'est vraiment nécessaire. Merci, c'était passionnant. Merci Violaine Spilbou d'avoir été avec nous. Un dernier rendez-vous avec Vincent Roux en direct du Figaro Live. Cher Vincent, c'est à vous. Oui, on va parler un peu d'Ukraine, et puisque vendredi dernier a marqué le premier anniversaire de l'intervention russe, de l'agression russe en Ukraine. Est-ce que vous êtes d'accord, Éric Coquerel, avec cette déclaration de Raphaël Glucksmann ? La défaite de Poutine est essentielle pour la sécurité des Européens. Moi, ce que je pense, c'est que l'Ukraine ne doit pas perdre. Voilà. Donc ça veut dire une chose, c'est que l'agresseur qui est Poutine doit se retirer de l'Ukraine, où il est rentré en violation du droit international. Voilà ce qui me paraît... Non mais j'ai compris la différence. Je vous réponds. La différence, elle est là. C'est-à-dire il est là le micro. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, on a un objectif, que la Russie sorte de l'Ukraine. Voilà. L'objectif doit être atteignable. Je lisais un philosophe allemand dans les pages du... C'était Le Monde, c'était pas votre journal, mais de cette semaine à Habermas, qui est quand même quelqu'un... Voilà. Qui faisait la différence entre le fait d'aider l'Ukraine à ne pas perdre la guerre et la question de la victoire sur Poutine. Et la différence, peut-être, c'est justement le moment où vous ne pouvez plus aller vers des situations de négociation et où, en termes d'armement, vous pouvez rentrer dans une spirale qui, contrairement à certains, nous entraînerait sur une troisième guerre mondiale. Je dis contrairement à certains, parce que certains s'amusent à penser qu'on est dans une troisième guerre mondiale. Moi, je pense que c'est de ne pas connaître les deux premières guerres mondiales, de dire des choses comme ça. Donc, il faut arriver à tenir les deux bouts. Et ça passe par rechercher quand même à la fois de soutenir l'Ukraine et à la fois de trouver une issue négociée. Alors, Glucksmann et un certain nombre d'intellectuels et de leaders de gauche, Marine Tondelier, Olivier Faure, ont signé une tribune avec une centaine d'intellectuels précisément dans Le Monde la semaine dernière, où ils appellent à soutenir et amplifier l'aide militaire française à l'Ukraine.
en disant que ça relève du combat antifasciste qui fut l'honneur de son histoire. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter l'aide militaire française et européenne? Eh bien, Et ce sera votre dernière réponse. Je pense qu'il faut en rester à certaines limites qui permettent à l'Ukraine de ne pas perdre la guerre, mais aussi Donc, qui il y a ne une nous différence entraîne pas avec, dans un conflit mondial et responsables ne de la ferme NUPES. pas la porte. Ah oui, ça devrait être un souci pour vous aussi, parce que je veux dire, on parle entre puissances qui ont l'arme atomique. On n'est pas et avec en plus M. Poutine à la tête d'une de ces puissances. Donc il faut le contraindre à des négociations. Et moi, je vais vous dire une chose. Je connais la tribune. Moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'on ait ce débat à l'Assemblée nationale. Merci. Voilà ce que je crois très important par rapport à quelque chose. C'est ça qui devrait tous nous rejoindre, avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Merci, vous aussi, Violette Simizoud. Vous dites qu'il faut un débat sur, évidemment, l'Ukraine à l'Assemblée nationale et les moyens. On a eu un débat il y a 2 mois. Oui, mais pas un débat qui se termine par sans vote et qui se termine. Donc, un débat avec vote. Avec vote. Un débat avec vote. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Vincent Roux. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté avec suffisamment de cet exercice du débat. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Même heure, même endroit, comme on dit. Bonne soirée à tous.